Je me suis installé à Bellwether il y a 3 ans, peu après la mort de ma mère. Ce n'était pas vraiment un choix réfléchi, plutôt une conséquence logique du vide. Sa maison était déjà payée et je n'avais nulle part ailleurs où aller. Bellwether faisait partie de ces petites villes où les gens vous saluent d'un geste de la main en passant en voiture, même s'ils ne vous connaissent pas. Là où les serveuses du diner se souviennent de votre commande, même si vous n'êtes venu qu'une seule fois. Je travaillais comme je pouvais, principalement en tant que professeur remplaçant. Parfois, je faisais des permanences à la bibliothèque le week-end, quand le lycée fermait. Personne ne posait trop de questions. Ils appréciaient ma fiabilité. Moi, j'aimais leur discrétion. Il y avait dans cette ville un silence particulier, une tranquillité épaisse qui semblait se glisser derrière les rideaux et ne plus repartir. La moitié des maisons étaient vides. L'autre moitié abritait des habitants enfermés dans des habitudes figées. Messe le dimanche, course le mercredi. Jardinage jusqu'aux premières gelées, puis plus rien jusqu'au printemps. J'avais parfois l'impression que Bellwether ressemblait à une boule à neige qu'on aurait secouée il y a très longtemps. Depuis, tout était retombé, immobile, et nous faisions semblant que c'était encore joli. C'est pour cela que le tableau m'a paru si étrange. Le concours artistique de la ville se tenait dans l'ancienne église reconvertie en salle polyvalente. On y célébrait les mariages, les enterrements, les élections et les ventes de gâteaux. Sur le mur du fond, on distinguait encore la trace pâlie d'un ancien crucifix, là où le soleil frappait avant qu'on ne le recouvre d'une pâture beige. Je n'étais pas censé faire partie du jury. J'avais remplacé au pied levé le juge habituel, tombé malade. Quelqu'un s'était souvenu que j'avais enseigné l'art au lycée pendant un semestre, avant que le budget ne soit coupé. Il disait que j'avais un bon œil, ce qui signifiait surtout que je parlais peu et que je ne contestais rien. La plupart des œuvres étaient prévisibles, des paysages à l'huile copiés sur des tutoriels, des portraits d'animaux à l'aquarelle, tous un peu difformes. Un enfant avait apporté une sculpture en argile qui s'était effondrée pendant le transport. C'était ma préférée. Elle avait au moins le mérite d'être sincère. Puis j'ai vu le papillon. Il était suspendu là, au centre, sans cadre, sans nom. Juste une toile blanche et un papillon. Je connaissais le photoréalisme, l'hyperréalisme, le surréalisme. Mais ce n'était rien de tout cela. Ce n'était pas seulement réaliste, c'était présent, comme si l'image respirait encore. Les ailes étaient ouvertes, d'un bleu si profond qu'il rendait le noir presque criard. Le fond était vide, totalement blanc, comme si le papillon avait été peint non pas sur une toile, mais sur l'idée même d'une toile. Les gens ont commencé à pleurer. Pas tous, mais suffisamment pour que cela soit impossible à ignorer. Des reniflements derrière moi. Une femme couvrant sa bouche. Même le maire, qui disait toujours ne rien comprendre à l'art, restait immobile, son chapeau serré entre ses mains. Je suis resté devant le tableau longtemps, cherchant ce que les autres voyaient. Mais je ne ressentais rien. Je me sentais extérieur, comme si on avait oublié de m'informer de quelque chose d'essentiel. J'ai fini par murmurer une banalité sur la qualité du travail, puis je me suis éloigné vers la table des rafraîchissements. C'est là que j'ai remarqué Alice. Elle devait avoir 17 ans, un sweat trop large, des baskets usées. Elle fixait le tableau sans bouger, les yeux grands ouverts, comme si elle avait oublié comment cligner des paupières. Son expression n'était pas de la tristesse, mais une sorte de recueillement profond, semblable à celui qu'on voit lors des adieux définitifs. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle a mis un moment à répondre. Puis elle a murmuré qu'elle ne savait pas que quelque chose pouvait provoquer un tel sentiment, qu'elle pensait avoir laissé passer sa chance. Après cette exposition, la ville a changé. L'air semblait plus léger. Des gens qui s'évitaient depuis des années recommençaient à se parler. Des frères se serraient dans les bras en pleine rue. Des couples se retrouvaient, souriants, presque rajeunis. Une douceur étrange se répandait partout, discrète mais rapide, comme une chaleur diffuse. Tout le monde semblait touché, sauf moi. Je regardais ce changement de l'extérieur, comme à travers une vitre. Même ceux que je croyais les plus résistants semblaient transformés. Jacob, par exemple, passait ses journées à sourire au ciel, comme s'il écoutait une musique que je ne pouvais pas entendre. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer les absents. Ceux, comme moi, n'avaient pas changé. Un homme qui vivait dans une vieille voiture derrière le magasin de bricolage. Une veuve qui marchait chaque matin au cimetière sans jamais lever les yeux.
Nathan, le postier solitaire, toujours aussi fermé, tandis que le reste de la ville s'ouvrait. Nous étions peu nombreux, et nous nous reconnaissions sans nous parler. Les nuits suivantes, les gens ont commencé à sortir. Ils marchaient ensemble, en silence, parfois en fredonnant quelque chose d'indéfinissable. Ils ne semblaient ni contraints, ni effrayés. Au contraire, ils avaient l'air reconnaissants. Puis un matin, tout s'est arrêté. Les habitants étaient figés dans leurs gestes, leurs regards tournés vers le ciel, comme s'ils assistaient à quelque chose d'invisible mais attendu. Et alors, ils ont changé. Pas dans la douleur, ni dans la panique. C'était calme, presque tendre. Comme une transformation longtemps préparée. Je ne peux pas décrire précisément ce qui s'est passé ensuite, pas parce que je l'ai oublié, mais parce que les mots sont insuffisants. Les corps se sont défaits sans violence, sans cri. Il n'y avait ni sang, ni lutte. Juste un abandon total, paisible. Et surtout, des sourires. Ils étaient heureux. Et moi, je regardais, incapable de partager cette joie. Ce qui s'est élevé ensuite n'était pas le papillon du tableau, mais ce qu'il annonçait. Une forme immense, lumineuse, faite de tout ce que les gens avaient porté en eux. L'amour, l'attachement, le manque comblé. Cela est passé au-dessus de moi sans s'arrêter. Je suis resté. Quand les secours sont arrivés, des jours plus tard, je n'ai pas bougé. J'étais couvert de cendres, assis au milieu de ce qui avait été une ville. On m'a dit que j'étais chanceux, que j'avais survécu. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas été choisi. Ils n'ont pas été détruits. Ils sont devenus ce vers quoi ils tendaient depuis toujours. Moi, je n'avais rien à offrir. Rien à transformer. Et je suis toujours là. Peut-être que cela signifie quelque chose. Peut-être que cela ne signifie rien du tout. Les jours suivants, on m'a gardé à l'hôpital, à 1 heure de route de ce qui restait de Bellwether. Les draps étaient propres, trop propres. Les murs carrelés renvoyaient un blanc clinique qui me donnait l'impression d'avoir été effacé, moi aussi, puis redessiné à la va-vite. Par la fenêtre, on voyait des champs tranquilles, indifférents à ce qui s'était produit. La terre là-bas n'avait rien vu, rien entendu. Les infirmières entraient et sortaient sans faire de bruit. Elles parlaient doucement, comme si une voix trop forte risquait de fissurer quelque chose. Un psychiatre s'est assis plusieurs fois au bord de mon lit. Il parlait de choc collectif, de traumatisme, de mécanisme de survie. Il voulait que je décrive ce que j'avais ressenti. Mais chaque fois que je fermais les yeux, ce n'étaient pas des images de peur qui revenaient. C'était leur visage. Le sourire d'Alice, ouvert comme une seconde aube. Jacob, le regard levé, comme s'il retrouvait enfin quelqu'un qu'il attendait depuis toujours. Les couples enlacés, non pas pour se retenir, mais pour partir ensemble. Ils n'étaient pas terrorisés, ils n'étaient pas seuls, ils n'avaient pas été abandonnés. Ce dernier point me faisait le plus mal, parce que sous la poussière, sous l'horreur, sous le silence écrasant, une vérité s'était enracinée en moi, lentement, douloureusement. Une vérité que je n'osais pas nommer au début, puis que je n'ai plus pu ignorer. J'étais jaloux. Pas jaloux de leur disparition, mais de ce qu'ils avaient possédé avant. Quelqu'un. Quelqu'un dont l'amour avait été assez profond pour les transformer, assez réel pour laisser une empreinte au-delà d'eux-mêmes. Moi, je n'avais jamais eu ça, et c'est pour cela que j'étais resté. Les gens disent que j'ai eu de la chance, que j'ai été épargné, que j'ai survécu. Mais chaque nuit, quand les lumières s'éteignent et que le plafond disparaît dans l'ombre, je me demande si c'est vrai.
il y a cette contradiction qui me ronge. Si eux sont partis et que je suis encore en vie, alors j'ai peut-être une seconde chance, une occasion d'apprendre à aimer enfin. Mais si je n'ai jamais su le faire, si personne n'a jamais compté assez pour moi, et si je n'ai jamais compté pour personne, est-ce vraiment possible de changer maintenant? Et même si j'y arrivais, si un jour je ressentais cette douleur douce dans la poitrine, ce manque beau et terrible qu'ils portaient tous, est-ce que cela suffirait? Ou était-ce un événement unique, irrépétable, une porte qui s'est refermée pour toujours? Certains matins, j'espère obtenir une réponse. D'autres, j'espère ne jamais l'avoir. Parce que le monde est différent maintenant, trop silencieux, trop plat, comme si quelqu'un avait retiré une couleur fondamentale du paysage, comme si le ciel avait cessé de regarder en retour. Et parfois, quand je suis honnête avec moi-même, je me demande si ce ne sont pas eux finalement les chanceux, ceux qui ont fleuri, ceux qui ont pu partir. Et moi, je suis resté là, à essayer de comprendre comment on commence à aimer quand tout semble déjà terminé, comment on apprend à ressentir dans un monde qui a déjà donné sa plus belle note sans vous attendre. Mais je suis encore là, je suis encore moi. Peut-être que ça veut dire quelque chose, peut-être que ça ne veut rien dire du tout.